Bonjour et bienvenue dans cette dernière séance de notre module Visual Analytics. Voilà, donc on va voir cette séance, voilà, soi-disant donc un résumé sur le deep learning. Quoique en fait ce cours-là, ce n'est pas dédié pour faire un cours de deep learning, mais quand même on va voir grosso modo de quoi s'agit-il. Et parce que ça va nous servir après pour faire ce qu'on appelle l'extraction automatique des caractéristiques. Voilà, si vous vous rappelez la dernière fois, on a vu comment faire l'extraction manuelle des caractéristiques, comme le HOG, le SIFT, le LPP, etc. Voilà, tout d'abord, donc, on va faire une petite comparaison entre machine learning et deep learning. Donc là, on parle très souvent des algorithmes de machine learning, des algorithmes de deep learning. Bon, quelle est la différence entre les deux? En fait, si je prends par exemple une image ou bien une succession d'images, bon, d'habitude, ce qu'on fait, donc ce que nous avons vu la dernière séance, c'est que on va faire une extraction des caractéristiques. D'accord? Donc là, on va pas entraîner notre modèle en se basant sur toutes les informations hein, de l'entrée, mais quand même, on va extraire que les informations pertinentes à travers ce qu'on appelle l'extraction des caractéristiques. Et là, on a vu la dernière fois, donc là, on a utilisé le LBP top dans le cadre de la vidéo, le HOG top aussi dans le cadre de la vidéo. Alors après, donc là, normalement, on peut utiliser par suite donc là un classifieur, un classifieur. Normalement, on peut utiliser le SVM, donc un réseau de neurones, les arbres de décision, etc. Voilà. Et donc là, le classifieur, qu'est-ce qu'il va faire? Donc en général, donc là, soit on va faire une détection, c'est-à-dire on va localiser un objet à l'intérieur d'une image, par exemple, ou bien à l'intérieur d'une vidéo. On va faire donc une classification, c'est-à-dire là, on va dire, voilà, ça c'est un chien, ça c'est un bébé, etc. Donc là, on va classifier les objets. Et là, on peut faire aussi la reconnaissance. La reconnaissance, c'est-à-dire là, on va reconnaître l'objet en question. Voilà, ça c'est normalement, ça c'est la méthode traditionnelle et ça c'est le machine learning. Ben, sinon, donc là pour le deep learning, bon, c'est pratiquement la même chose. Donc là, toujours on a donc la phase d'apprentissage. Mais la différence ici, c'est au niveau de l'extraction des caractéristiques. Donc là, dans ce cadre-là, donc là, normalement, l'extraction des caractéristiques et l'apprentissage, normalement, ça revient donc à une seule étape. Donc là, on va pas faire l'extraction manuelle des caractéristiques, mais c'est en fait, c'est au cours de l'entraînement de notre modèle, on va normalement pouvoir extraire automatiquement à la fois les caractéristiques et par suite faire normalement soit la détection, la reconnaissance, la classification, etc. des objets. Voilà, donc là, c'est ça la différence, c'est-à-dire là, par rapport au machine learning, on n'a pas cette phase d'extraction manuelle des caractéristiques. C'est-à-dire là, on va rentrer les données brutes à notre modèle et le résultat, on a normalement soit la détection, soit la classification, soit la reconnaissance. Voilà, donc là, je vais normalement rebondir sur quelques architectures qui nous intéressent dans le contexte, que ce soit de l'image ou bien de la vidéo, parce que au niveau de machine learning ou bien de deep learning, normalement, on a dit que c'est commune entre la première partie, qui est l'analyse de l'image, et la deuxième partie, qui est l'analyse de la vidéo. Et là, je vais commencer avec l'architecture CNN, c'est le réseau de neurones convolutif. Et pour le convolutif, on a vu donc là des filtres convolutifs dans la première partie. Donc là, comment faire la convolution des images. Et donc là, bien sûr, donc là, on va se baser sur la notion qu'on a vue déjà dans la première partie de l'analyse de l'image, qui est la convolution. Voilà. Donc là, l'idée de base, c'est que normalement, bon, avant, donc là, on a utilisé uniquement le... Bon, CNN, c'est normalement, ça vient de Convolutional Neural Network. Donc, avant, on a donc déjà l'architecture donc Neural Network, le réseau de neurones. Et donc là, pour le réseau de neurones, donc déjà pour se servir, il faut faire, bien sûr, pour le contexte par exemple de l'image, on peut pas prendre la couche d'entrée
de notre réseau de neurones qui, en fait, on ne peut pas normalement la prendre comme étant, c'est l'ensemble des pixels de l'image, parce qu'on va compliquer davantage l'entraînement de notre réseau de neurones. Donc là, du coup, là, normalement, en 1998-99, donc là, il y avait donc une proposition d'utiliser dans le contexte, surtout dans le contexte de l'image, donc ce qu'on appelle le Convolutional Neural Network. Et ça permet en fait d'extraire ou bien de minimiser le vecteur d'entrée pour le réseau de neurones. Et ça permet de minimiser pour réduire la complexité. Et ça permet aussi de faire une détection automatique des caractéristiques. Voilà, donc là, ils ont ciblé les deux. Donc c'est la détection automatique des caractéristiques et la réduction de dimension de vecteurs d'entrée pour le réseau de neurones. Voilà. En fait, le Convolutional Neural Networks est une extension de le perceptron multicouche traditionnel, donc le MLP, Multi-Layer Perceptron, qui est en fait basé sur trois idées. Elle est basée sur trois idées. Donc, la première idée, donc là, on veut utiliser des filtres convolutionnels, c'est-à-dire on va utiliser des filtres de convolution, ce qui permet en fait de garder les connectivités locales à l'intérieur de l'image. Et là, vous rappelez bien, voilà, lorsque on a vu l'image, voilà, lorsque on a vu en fait la première partie de l'image, et lorsque j'applique un filtre de convolution sur un pixel 1 centré, ici, donc là, on va normalement se servir des voisins. Et ça permet en fait normalement de tirer profit de la connectivité locale d'un pixel. Et normalement, c'est le poids partagé. En fait, normalement, on va faire normalement, on aura plusieurs couches. Et chaque couche, pour passer d'une couche à une autre, je vais normalement distribuer les poids. En fait, on va partager les poids sur les différentes couches. Et bien sûr, normalement pour la convolution, c'est invariant vis-à-vis donc la translation. Voilà, c'était ça normalement l'idée l'idée normalement derrière l'architecture CNN. Et donc là, si vous voulez normalement s'approfondir sur cette architecture, vous pouvez revenir sur l'article que je mentionne ici. Ok, donc là, pour l'architecture CNN, on a comme entrée, bien sûr, donc là, une image. D'accord? Une image, je suppose, par exemple, une image de taille, par exemple, 32-32, 64-64, 128-128, etc. Et bien sûr, donc là, ce que nous allons faire, c'est que on va faire des convolutions. On va faire des convolutions. Je vais passer donc là des filtres de convolution. Et donc là, bien sûr, donc là, chaque pixel sur lequel j'applique la convolution, il va donner donc là une valeur. D'accord? Donc là, je vais appliquer donc pour chaque niveau, chaque couche, je vais appliquer en fait des filtres de convolution. Par suite, on va bien sûr, donc là, c'était ça, en fait, l'idée derrière l'architecture CNN, c'est normalement ils ont visé deux choses. Déjà, normalement, on va réduire les dimensions et on va utiliser en fait la convolution, c'est-à-dire on va extraire automatiquement les caractéristiques. Donc là, pour réduire les dimensions, donc là, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle le polling. Le polling, ça permet en fait normalement de sous-échantillonner l'image, ou bien l'image calculée à partir de la convolution, on va la sous-échantillonner sur 2. C'est-à-dire, on va diviser la résolution de l'image sur 2. D'accord? Et par suite, on va passer donc là à d'autres filtres de convolution. Donc on va répéter la première phase. Donc là, on va appliquer d'autres filtres de convolution.
Finalement, on va réduire, donc là la dimension, et par suite, on va aplatir le vecteur. C'est-à-dire là, lorsque on a ici des dimensions réduites, on va aplatir sous forme de 1D. D'accord? Donc on va y avoir donc un vecteur 1D, on va aplatir normalement les images pour avoir un vecteur 1D, et ce vecteur 1D serait l'entrée, il sera l'entrée pour le MLP, le Multi-Layer Perceptron. Bon, les caractéristiques de ce MLP, c'est que normalement elle est totalement connectée, c'est fully connected, c'est-à-dire là, chaque neurone dépend normalement, elle est connectée à l'ensemble des neurones précédents. D'accord? Donc ça, c'était l'architecture. Bon, c'est vrai, à l'époque, en 1998, normalement, ça n'a pas trop marché, puisque à l'époque, on n'avait pas des ordinateurs trop sophistiqués. Et du coup, normalement, bon, ça restait normalement, c'était une idée sur papier. Voilà, donc là, c'était à l'époque impossible de la mettre en œuvre, c'était impossible de l'implémenter réellement, vu que ça demande énormément de calculs. Ça demande énormément de calculs et ça augmente en fait la complexité de l'apprentissage. Et normalement, la révolution de cette technique s'était avérée pratiquement vers 2012, lors d'une compétition internationale de l'image. Et à l'époque, on avait des ordinateurs, je disais, normalement sophistiqués, qui permettent en fait de faire des calculs normalement gigantesques. Et donc là, à l'époque, ça donnait vraiment, elle a surmonté les méthodes traditionnelles basées sur le machine learning, c'est-à-dire l'extraction manuelle des caractéristiques, et par suite, en fait, appliquer donc un classifieur à l'instar de réseaux de neurones traditionnels, MLP, ou bien SVM, etc. Voilà, donc là, elle a surmonté, elle s'était classée donc en premier, et vite, normalement, on a augmenté davantage les filtres à l'intérieur, et ça permet en fait, puisque on a donc à l'époque, on a donc des ordinateurs sophistiqués, et donc là, on a dû faire donc énormément de calculs de plus par rapport à normalement à l'époque de 1998, et normalement, ça permet en fait d'une année à une autre, ça permet en fait de se classer donc comme normalement des méthodes leaders, d'accord, par rapport normalement aux méthodes traditionnelles basées sur machine learning. Et donc là, pratiquement c'est vers 2012 normalement que ces méthodes-là ont vu de naissance en termes d'implémentation. Donc normalement c'est trop récent. Voilà, donc là, normalement, cette partie-là, c'est normalement la partie grise, en fait. Voilà, donc là, je vais revenir sur le pointeur. Voilà, donc cette partie-là, en fait, c'est l'extraction automatique des caractéristiques. C'est là qu'on fait l'extraction automatique des caractéristiques. Et là, je passe en fait le vecteur 1D, donc, que j'obtiens donc, à partir de la dernière couche. Et c'est là qu'on fait en fait la reconnaissance. D'accord? Ça, c'est le multi-layer perceptron. C'est ça l'idée en fait. C'est ça l'idée derrière en fait l'architecture CNN, qui est normalement une architecture de deep learning. Voilà. Et déjà, on peut dire que normalement, c'est une méthode qui est supervisée. Pourquoi? Parce que déjà, on a les entrées et a priori, on devrait avoir les sorties. Et donc là, le problème, ça revient à faire un entraînement. Donc là, on va y aller. Donc là, c'est la propagation et la rétropropagation pour corriger normalement les erreurs. Voilà, donc là, on corrige les erreurs.
Voilà, la propagation, la rétropropagation, jusqu'à ce que normalement on aura donc là une sortie désirée qui est normalement proche, hein, soi-disant, à la sortie calculée. Voilà, en fait, ce que nous allons faire, c'est normalement, ce sont des convolutions. Donc là, normalement, chaque pixel convolu par le filtre va donner donc une autre valeur. Et donc là, du coup, là, j'aurai donc là une autre image, pratiquement de même taille. Donc, tout dépend. Donc là, si j'utilise soit, donc là, on a normalement deux types, soit same, soit valide, c'est-à-dire soit je vais garder la même taille, soit que je vais ignorer donc là les bordures, et ça, on l'a vu dans la partie de la convolution. Donc là, normalement, les bordures, soit que je vais normalement ignorer les bordures, ou bien je vais compléter, hein, je vais faire donc là la technique de miroir qu'on a vu dans la partie de la convolution. Voilà, donc là on aurait donc là pratiquement c'est la même taille d'une image initiale. Et là je vais appliquer plusieurs filtres. Bon, c'est ça en fait, c'est ça l'astuce. Donc là chaque couche là ici, donc là j'applique plusieurs filtres de convolution. Après donc là je passe vers le polling, c'est-à-dire la réduction des dimensions. Donc là, chaque sous-zone, donc là de taille de 2, ça va donner donc une valeur. Et là, du coup, là, je vais avoir une taille qui est divisée par 2 de l'image. Voilà. Et après, donc là, à partir de ce filtre-là, je vais calculer donc là les autres normalement. Donc là, j'aurai bien sûr, ça serait pas évidemment, ça serait pas donc là le nombre de filtres que nous avions dans la première couche. Donc là, on aura donc là a priori souvent donc ce qu'on fait donc pour l'architecture CNN, ce que normalement on ajoute des couches d'une manière progressive. Et ces couches-là, normalement, ils seront basés sur, voilà, sur les valeurs qu'on a obtenues ici. D'accord? Donc là, pratiquement chaque valeur ici, chaque pixel ici, il est considéré comme étant donc un neurone. D'accord? Et donc là, ici, pour calculer ce neurone-là, ce neurone-là, donc là, on va se baser par rapport aux autres couches antécédentes, c'est-à-dire là, ce sont les poids. Donc là, je vais multiplier, donc en fait, je vais multiplier la valeur ici par le poids, ainsi de suite, la valeur par le poids, etc. D'accord? Et ainsi de suite. Là, j'applique à chaque fois la convolution, Pauline, etc. Jusqu'à ce que je vais avoir à la fin des images de très petite taille. Et après, donc, on va faire donc, un flatten. Donc là, on va aplatir les images de la dernière couche pour les servir comme étant une couche d'entrée pour le multi-layer persistent. Et bien sûr, ça réduit énormément la taille de vecteur d'entrée. Donc là, au lieu d'avoir, par exemple, si je prends 32-32, au lieu d'avoir donc un vecteur de taille 32-32, hein, qui est énorme, hein, donc là, on peut avoir donc là une taille de, par exemple, de 124, de 2000, par exemple, 48, etc. Comme entrée. Donc là, la convolution, donc là déjà, donc, on a vu ça dans la première partie, la convolution. Donc là, je convolue l'image, hein, par un filtre de convolution. Donc là, généralement, on prend de taille 3,3. D'accord? Et je le plaque sur tous les pixels. Et bien sûr, normalement, je calcule la valeur de ce pixel-là par rapport au pixel voisin. D'accord? Et pour cela, donc là, on a vu, donc on a donc énormément de filtres. Mais donc ça, c'est ce qu'on a vu donc dans la première partie, hein. Donc ce qu'on a vu dans la première partie, mais ce ne serait pas le cas pour le réseau de neurones CNN, l'architecture CNN, parce que au départ, les filtres sont initiés avec des valeurs aléatoires, et bien sûr, les valeurs de filtres, elles s'apprennent au fur et à mesure que j'entraîne mon modèle. Bien sûr, là, j'ai indiqué les filtres juste pour vous dire que chaque filtre, lorsque j'applique chaque filtre sur une image, ça va normalement, ça va permettre
d'extraire certaines caractéristiques. Donc là, soit normalement la détection des contours, soit bien sûr mettre en évidence le background, etc. Donc là, chaque filtre, ça permet de mettre en évidence des caractéristiques. Et c'est ça, donc l'astuce derrière, en fait, derrière l'architecture CNN, c'est qu'en appliquant des filtres, en fait convolutifs, ça permet d'extraire les informations pertinentes qui vont nous servir pour avoir un vecteur caractéristique trop puissant. Et bien sûr, ce vecteur caractéristique, c'est lui qui a donné cette grande performance à notre architecture CNN. Voilà, donc un neurone de convolution, bien sûr, neurone de convolution, comme je disais tout à l'heure, donc même pour les filtres de convolution, donc là, on le considère comme étant un neurone qui dépend, bien sûr, un neurone, il dépend des valeurs des neurones précédents, c'est-à-dire là, des valeurs des couches précédentes, avec les poids, bien sûr. Donc là, bien sûr, donc là, les filtres, comme je viens de citer tout à l'heure, ce ne sont pas des filtres normalement qu'on choisit manuellement au départ, donc ils sont générés d'une manière aléatoire, mais après, donc là, ils vont être entraînés, hein. Donc là, on entraîne et c'est ça, donc en fait, c'est ça qui augmente la complexité de notre architecture CNN, c'est qu'on a plusieurs paramètres, on a beaucoup de paramètres à entraîner par rapport à ce qu'on avait pour un réseau traditionnel, un réseau de neurones ou bien un multilayer perceptron. Donc là, normalement, pour le C ici, pour le paramètre C ici, bien sûr, si je parle d'une image niveau de gris, bien sûr, normalement C c'est égal à 1. Et bien sûr, si normalement on parle des images couleurs, C bien sûr est égal à 3. Donc, si on a donc un input de X, X c'est l'input, normalement ce sont des valeurs, hein, normalement c'est une matrice 3D, hein, ou bien de D, soi-disant, donc là si on a donc C est égal à 1. Donc là, chaque couche de convolution, hein, donc là si je prends normalement un pixel de la couche de convolution qui est en fait un neurone, donc normalement j'applique la convolution avec le filtre, et bien sûr, bon, puisque normalement c'est un neurone, bien sûr vous avez, sûrement vous avez vu ça donc, dans le cours de normalement de l'intelligence artificielle, si vous avez vu donc déjà les réseaux de neurones, et donc là vous avez ici donc normalement ce qu'on appelle une fonction d'activation. Donc ici vous avez donc là sigma, c'est la fonction sigmoïde. Vous avez une fonction d'activation que j'applique sur chaque valeur, bien sûr convolue avec le filtre. D'accord? Bien sûr, donc là pour le F, pour le filtre, normalement c'est de taille NF, MF. Bon, généralement, normalement c'est de taille 3,3. Mais si donc là on a donc comme vecteur d'entrée, on a normalement une matrice 3D, si on a des images couleurs, bien sûr. Donc là, ici vous avez un filtre 3D. D'accord? Et donc là, pour le sigma, la fonction sigmoïde, normalement, c'est de R vers R, bien sûr. Donc normalement, c'est une fonction sigmoïde, c'est 1 sur 1 plus l'exponentielle de moins x. D'accord? C'est de R vers R. Normalement, on va obtenir donc un scalaire. D'accord? Donc là, pour chaque, normalement, pour chaque couche de convolution, bien sûr, lorsque j'applique en fait normalement l'activation, donc là j'aurai donc un scalaire qui représente en fait la nouvelle valeur de notre couche de convolution. Donc là pour le polyne, on a donc là plusieurs fonctions de polyne, d'accord? Et normalement pour le polyne, je rappelle que ça permet en fait de réduire la dimension des images obtenues à partir de la convolution. Et là, je peux appliquer soit le max polyne, soit le min polyne, soit le average polyne, sum polyne. Donc là, le principe c'est le même. Donc là, je prends un bloc de 2. Donc là, pour le max polyne, bien sûr, je cherche la valeur maximale, c'est 6. Ici, c'est 8. D'accord, ici, c'est 7. Donc ça, c'est 9, etc. Donc là, je cherche la valeur maximale. Donc c'est le même principe pour le mean polyne et pour le average polyne, la moyenne, etc.
Donc ici, vous avez grosso modo, a priori, lorsque je veux appliquer l'architecture CNN, ce n'est pas comme normalement la méthode traditionnelle avec le machine learning. On devrait avoir une base de données qui est vraiment gigantesque. On devrait avoir une base de données vraiment très costaud parce que là, le vecteur caractéristique est sa prime. D'accord. Donc là, on ne fait pas donc une extraction manuelle de vecteurs caractéristiques comme pour le machine learning. Donc là, pour le machine learning, on peut se satisfaire par quelques échantillons pour pouvoir avoir un bon modèle. Mais pour le CNN, on est obligé, on est astreint d'avoir donc une base de données très puissante, très grande, pour pouvoir avoir un très bon modèle à la fin. Et la raison, c'est que on a donc là le vecteur caractéristique, il est entraînable. Et bien sûr, pour avoir un très bon vecteur caractéristique, on ne va pas appliquer un algorithme comme pour le machine learning, mais on l'entraîne. Et pour l'entraîner, il faut avoir beaucoup d'échantillons qu'on entraîne. Donc là, ceci dit qu'on a donc des entrées. Hein, et puisque normalement CNN, normalement c'est une architecture supervisée, normalement c'est un apprentissage supervisé, bien sûr on devrait avoir ici comme entrée par exemple, je disais par exemple des images, sorties par exemple, on a des catégories par exemple, cat, dog, etc. Donc là, chaque image ici, elle est libellée. Donc là, chaque image porte donc un label donc, qui va l'identifier et qui va nous servir dans l'apprentissage. Donc ici, comme entrée, on va faire donc là des convolutions. On va appliquer dans le premier niveau, on va appliquer des filtres de convolution. Par suite, on va passer vers le max poly pour réduire les dimensions. On va réappliquer les filtres de convolution. On va refaire le max poly pour réduire les dimensions. Donc, a priori, ici, on a des images de très petite taille. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aplatir, on va faire le flatten pour notre vecteur, pour avoir un vecteur 1D, hein, en fait. Et ce vecteur 1D, ça sera l'entrée de notre réseau multilayer perceptron. D'accord? Et donc là, on aurait en fait des couches hein, qui sont entièrement connectées. D'accord? Et à la fin, bien sûr, on va faire la sortie. Normalement, on peut donner des classes, 1, 0, etc., des vecteurs de classe. On peut y avoir même des images en sortie. On peut y avoir même des images. Et ça, ce qu'on appelle après, donc là, on va parler des auto-encodeurs. Donc là, c'est un autre volet, normalement, que vous pouvez vous-même chercher sur Internet. Voilà, donc ça, donc là, je montre uniquement ce qu'on peut obtenir à travers les filtres de convolution. Ça, c'est la première couche. D'accord? Donc là, je suppose, on a comme entrée normalement des images de taille 64-64. Donc le premier niveau, toujours, on maintient hein, 64-64. Et le deuxième niveau, bien sûr, pour passer à la deuxième convolution, on va appliquer le max poly. D'accord? Ce qui va réduire les dimensions à 2, 32, 32. Après, on peut passer au niveau 3, 16, 16. D'accord? Donc ici, on a appliqué, donc là, on a fait donc, les convolutions sans passer par le max poly. On n'a pas réduit les dimensions. Et ça, on peut le faire. C'est-à-dire là, on peut concaténer deux couches avec uniquement des filtres de convolution. Et finalement, donc là, on a le max poly. Et donc là, des filtres de convolution de taille 8,8. Voilà. Donc ça, c'est ça en fait ce qu'on obtient à la fin, le 8,8. Bien sûr, je vais le multiplier avec le nombre des filtres de convolution. Bon, je suppose par exemple, on a, je ne sais pas, 64 ou bien 32 filtres de convolution. Donc là, lorsque on va aplatir notre vecteur caractéristique, donc ça va donner de taille, ça sera de taille 8 fois 8 fois le nombre des filtres, par exemple 32 ou bien 64.
Voilà, ça c'est normalement la taille de notre vecteur 1D qui serait normalement passé vers le multi-layer perceptrance. Bien sûr, comme j'ai signalé donc, au départ, il y avait donc l'architecture LeNet hein, qui s'était proposée par Lequin vers 1998. Bon, bien sûr, le nombre de paramètres entraînables, c'était de l'ordre de 60 000 paramètres à entraîner. Bien sûr, il y a inclus les paramètres du multilayer perceptron, les poids du multilayer perceptron, ainsi que les poids des filtres de convolution. Donc, tout est entraînable dans une architecture de deep learning. Et c'est pour cela qu'on l'appelle deep learning. C'est profond. D'accord? On a beaucoup de paramètres à entraîner. Et bien sûr, donc là, à partir de 2012, normalement, il y avait donc une amélioration vis-à-vis donc l'architecture. Ils ont augmenté le nombre des filtres de convolution, bien sûr. Et si j'augmente le nombre de filtres de convolution, ça va augmenter davantage le nombre de paramètres. Bien sûr, donc là, ici, ça serait de l'ordre de 60 millions de paramètres à entraîner. C'est bon? Et donc là, à partir de cette année-là, vraiment le deep learning a pris normalement sa reconnaissance, puisqu'elle a surmonté dans une compétition internationale dédiée pour l'image, ImageNet, la compétition s'appelle ImageNet. Normalement, à partir de cette année de 2012, elle a pris l'élan hein, pour surmonter l'ensemble des techniques basées sur le machine learning. Et bien sûr, à partir de cette année-là, normalement, le deep learning qu'on est donc actuellement, elle a pris normalement son élan. Et donc, bien sûr, donc là, au fil du temps, donc là, on augmente le nombre de paramètres, bien sûr, en augmentant les nombres de couches de convolution et le nombre des couches de multilayer perceptron. Et ça permet en fait, d'augmenter la complexité. Bien sûr, en parallèle, on a des ordinateurs qui sont très très sophistiqués, qui sont capables de faire l'entraînement. Bien sûr, l'entraînement, c'est pas quelque chose, en utilisant donc là le deep learning, c'est pas quelque chose d'évident. Ça pourrait prendre des jours et des jours, voire des mois pour faire entraîner donc un modèle. Bien sûr, même avec des ordinateurs qui sont très très sophistiqués. Là, je peux parler bien sûr après de GoogleNet, ResNet, etc. Donc chaque année, donc là, on augmente le nombre bien sûr de convolutions. Voilà, maintenant pour l'implémentation. Donc généralement, ce que l'on utilise donc là comme langage de programmation, donc surtout on utilise donc Python. Bon, Python c'est très puissant, que ce soit dans machine learning ou bien deep learning. Et bien sûr, Python normalement se base sur l'API Keras. On peut utiliser TensorFlow aussi. Donc là, c'est très utilisé aussi. Et normalement, TensorFlow c'est pour Google. Voilà, donc là, pour le code d'implémentation, donc ce que nous allons faire pour le deep learning, c'est qu'on va générer ce qu'on appelle le modèle. D'accord? Donc là, on va créer un modèle, et ce modèle-là, il va comporter les filtres de convolution, les fonctions de Max Pauling, le multilayer perceptron, etc. Voilà, donc là, pour générer le modèle, donc là, à chaque fois, on va ajouter, donc là, modèle, par exemple 2, donc je suppose qu'on a déjà créé le modèle, et donc là, modèle 2.add, et là, je vais ajouter les filtres de convolution. Donc là, je parle de convolution 2D. Donc là, lorsque je parle de convolution de 2D, là, je parle de contexte image. D'accord? Sinon, on a donc aussi la convolution 1D, hein, si on a un vecteur 1D, ou bien 3D, si on a donc là des informations 3D. Bien sûr, ici, c'est le 25, ici, ça représente le nombre de filtres. D'accord? Et 3.3, c'est la taille des filtres de convolution. Et bien sûr, le input, elle est normalement de taille 28-28. Ça, ce sont les images d'entrée, la taille des images d'entrée. Et bien sûr, ici, vous avez le 1. Normalement, ce sont des images niveau degré. D'accord? Après, bien sûr,
Donc là, généralement, donc là, ici, on a 25 filtres. Donc, c'est 25 filtres de taille 3,3. D'accord? Bien sûr, ces filtres-là sont au départ, lors de l'entraînement, sont au départ, bien sûr, ils sont au départ initiés avec des valeurs aléatoires. D'accord? Et bien sûr, au fur et à mesure l'entraînement de notre modèle, ça permet en fait d'ajuster ou bien de changer ces valeurs, bien sûr, pour avoir normalement les valeurs des filtres qui vont donner le meilleur vecteur caractéristique, hein, qui est le flatten. Ça, c'est niveau de gris. Donc là, on passe vers le max Pauling. Donc là, j'ajoute toujours un modèle 2. Donc après cette instruction-là, je vais ajouter la deuxième instruction, c'est modèle 2.add. Donc là, on ajoute par exemple max Pauling, toujours 2D, de taille de 2. Et ça permet bien sûr de réduire la dimension, hein, de la couche antécédente, qui est donc cette couche de convolution. Bien sûr, donc là, ici, vous avez une taille, par exemple, de l'image ici, la taille de 28-28. Ici, après la convolution, c'est toujours 28-28. Bien sûr, et là, après, donc là, le max Pauling, donc là, j'aurai donc 14-14. Et bien sûr, donc là, on répète pour l'autre couche. Donc là, je vais rajouter module 2.add, convolution de T, et bien sûr là, donc l'astuce ici pour le CNN, c'est que le nombre de filtres normalement c'est en augmentation, d'accord, d'un niveau à l'autre. Donc là ici par exemple si je choisis 25, donc là ici ça serait en fait ça serait voilà, par exemple 50. Voilà, donc ça c'est la première instruction. Donc ici, donc la première instruction, vous avez les inputs de taille 28-28 x 1. Donc ici, vous aurez après la convolution, donc ici vous voyez c'est 26-26 fois 25. Donc d'où vient ce 26 là? Donc c'est après la convolution, donc là on ignore les bordures. Donc si j'ignore les bordures, je vais bien sûr éliminer un bordure à droite et un bordure à gauche, et un bordure donc là au haut et en bas, et ça c'est paramétrable. Donc là, soit j'utilise donc ici parmi donc là les paramètres, donc par défaut c'est normalement c'est valide. Donc si c'est valide, normalement on va ignorer les bordures. Donc si j'ajoute normalement same, c'est-à-dire là je vais garder, hein, les mêmes tailles. Donc c'est 28, 28. Et après donc là je vais rajouter à notre modèle, donc on va rajouter le max Pauling. Donc là on va réduire à 2 la dimension, hein, des convolutions. Donc toujours on a 25, mais cette fois-ci fois 3 fois 3, 13 fois 13. Après, donc là, on va faire la convolution, donc une autre, donc là, des filtres de convolution. Donc là, vous voyez bien, donc là, ici c'est 25, donc ici c'est 50. D'accord? Donc là, généralement, c'est toujours, donc on augmente de l'ordre de 2. Donc on multiplie par 2, donc ça c'est 53,3. Donc, ce qu'on va obtenir, en fait, c'est, bien sûr, 50. Multiplié par 11 fois 11, donc là on ignore les bordures. Et bien sûr on va appliquer, donc on va ajouter à notre modèle le max Pauling. On va obtenir ces 50 fois 5 fois 5. Ça c'est 50 fois 5 fois 5, ça c'est la taille de notre vecteur d'entrée pour le multi-layer perceptron fully connected. Donc, ici, donc, combien de paramètres y a-t-il dans chaque filtre? Donc ici, on a donc 3 fois 3. Donc là, pour chaque filtre, elle est de taille 3 fois 3. Donc c'est 9. Mais donc là, pour la deuxième, normalement pour la troisième couche, la couche de convolution, donc bien sûr, on aura 3 fois 3. D'accord? Mais ça dépend aussi des convolutions, bien sûr, des filtres qu'on a déjà avant, c'est le 25. Donc on a de l'ordre de 25. D'accord? Donc là, je vous rappelle que, donc ici pour la convolution, chaque pixel, elle est considérée comme étant un neurone. D'accord? Donc là, elle dépend bien sûr de filtres actuels, mais bien sûr, elle dépend des filtres précédents.
d'accord, qui sont de l'ordre de 25. Donc au total, on a, c'est 25 fois 9, 9 c'est 3 fois 3. D'accord, c'est le actuel. Donc là, on a 225 paramètres pour chaque filtre à entraîner. Et bien sûr, donc là, on va passer vers le flatten, c'est-à-dire là, on va, normalement, on va avoir un vecteur int. Donc là, on va rajouter model2.add flatten. Et donc là, au total, on a donc une taille de 1250. Et bien sûr, c'est l'entrée de notre multilayer perceptron. Donc là, pour le multilayer perceptron, on va rajouter toujours à notre modèle 2.add dense. Output est égal dimension, c'est 100. Donc là, le nombre de neurones dans la deuxième couche. Donc la première couche, normalement, c'est ça. Elle est de l'ordre de 1250. D'accord? C'est le vecteur d'entrée. Donc ici, je parle de la deuxième couche de notre multilayer perceptron. Donc ici, on a 100 neurones à l'intérieur. Et bien sûr, on va rajouter la fonction d'activation relue. Donc je vous rappelle, la fonction d'activation relue, ça prend uniquement les valeurs positives. D'accord? Pour les valeurs négatives, donc là, on donne toujours 0. Donc, normalement, l'allure, elle est de cette sorte-là, de la fonction relue. Donc là, normalement, pour 0, donc normalement, c'est ici. Et là, normalement, pour les valeurs positives, donc là, on maintient la même valeur. Donc là, on maintient la même valeur. Donc là, on garde uniquement la partie positive et on ignore la partie négative. Et bien sûr, là, je vais rajouter model2.add. Donc là, ici, c'est le 10. Et ça, ce serait la dernière couche. Là, je suppose qu'on a ici 10 classes, par exemple. D'accord? Et j'ajoute ici la fonction d'activation softmax. Donc là, la fonction d'activation softmax, ça permet de donner des probabilités qui sont réparties, d'accord, sur l'ensemble des classes. Ça veut dire quoi? Donc là, je peux utiliser la fonction sigmoid. Je vous rappelle, la fonction sigmoid, c'est 1 sur, normalement c'est 1 plus 1, c'est l'exponentielle de moins x. Voilà, donc l'exponentielle de moins x, ça c'est la fonction sigmoid. D'accord? Donc là, pour la fonction sigmoid, donc là je suppose ça c'est le 1. Normalement, on a des valeurs qui sont comprises entre 0 et 1. D'accord? On a des valeurs, donc là c'est l'allure comme ça. Donc là on a des valeurs entre 0, bien sûr. Donc là pour le moins infini, donc ici ça donne le plus infini. Donc 1 sur plus infini c'est 0. Donc ici ça va vers 0. Et pour le 1, ou bien pour le plus infini, pardon, pour le plus infini, ici ça va donner la limite, ça va donner ici, c'est l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0, c'est 1 sur 1, donc ça c'est 1. Donc c'est borné entre 0 et 1. Mais ça c'est pour le sigmoid. Donc ici, donc si j'applique la fonction d'activation sigmoid, j'aurai ici des valeurs comprises, donc là dans la sortie. Donc ici dans la sortie, j'aurai des valeurs, par exemple c'est 0,7. Donc j'aurai des valeurs qui sont comprises entre 0 et 1. Par exemple ici 0,6. Ainsi de suite. D'accord? Toujours entre 0 et 1. Mais ce n'est pas ça ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite en fait, c'est ce que normalement on devrait avoir une distribution de probabilité. C'est trop difficile ici normalement de savoir quelle est la classe vraiment que je vais attribuer. Donc là pour le softmax, ça permet de donner des probabilités. C'est-à-dire qu'il va prendre en considération même les valeurs antécédentes, les points antécédents, pour calculer les probabilités. Et si je vais normalement avoir à la fin ici, par exemple, je vais avoir ici 0,9.
Mais bien sûr, donc là, dans les autres neurones, je vais avoir des valeurs qui sont normalement, si je fais la sommation de tous les poids à la fin de toutes les probabilités, j'aurai à la fin j'aurai donc 1 dans les probabilités. Et ça, c'est normalement en contrepartie si j'applique la sigmoïde. Donc là, j'aurai des valeurs bien sûr entre 0 et 1, mais la somme n'est pas égale à 1. Donc là, c'est pour cela que généralement, lorsqu'il s'agit d'un problème de classification, on utilise softmax qui permet de donner une distribution des probabilités. Et bien sûr, donc là, le neurone qui aura donc plus de probabilités, ça serait normalement, ça serait la classe qu'on va attribuer à notre objet. Lorsque je parle de CNN, grosso modo, donc, on l'applique très souvent dans le contexte de l'image. Bien sûr, on peut faire l'extension dans le 3D. Bien sûr, on a vu que déjà pour les images couleurs, on peut avoir une convolution 3D. Mais bien sûr, ça serait le même pour la vidéo. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle le 3D CNN. Donc là, le 3D CNN, c'est qu'au lieu d'avoir uniquement des informations spatiales, d'accord, et là, je vais normalement appliquer des filtres de convolution dans le domaine spatial, on peut avoir même dans le domaine temporel. C'est-à-dire là, je peux normalement, si j'aurais par exemple une vidéo, par exemple, je prends de taille, je ne sais pas, par exemple, 32 fois 32, d'accord, 32 fois 32 fois 20 par exemple frame, 32 fois 32 hein, fois 20 frames par exemple. D'accord. Donc là, lors de l'apprentissage, je vais choisir en fait des filtres de convolution de taille 3 fois 3 fois 20. 3 fois 3 fois 20 normalement. Et on va choisir, donc là dans notre modèle, des filtres de convolution 3D au lieu de D qu'on avait tout à l'heure. Et normalement, le 3D CNN, généralement, on l'applique dans le contexte de la vidéo. On l'applique dans le contexte de la vidéo. Et normalement, il s'agit normalement de même entraînement. Bien sûr, les valeurs entraînables seront plus, puisque la taille du filtre elle est plus grande. Et bien sûr, ça augmente d'une manière exponentielle le nombre de paramètres à entraîner. Mais, voir donc là, les machines actuelles de haute performance, donc là, déjà, on peut implémenter des modèles en 3D dans le contexte de la vidéo. Donc ici, donc, je vais parler d'une notion très fondamentale aussi, c'est le transfer learning. Donc là, le transfer learning, l'idée c'est que lorsque je suis en train de faire apprendre mon modèle, ça va bien sûr, donc là, vu le nombre géant de paramètres à entraîner, je peux par exemple me servir d'un autre modèle déjà entraîné, d'accord, qui est très proche de mon dataset sur lequel je suis en train d'entraîner mon modèle. Ok. Et ce que je vais faire, c'est que je vais conserver le même vecteur caractéristique, c'est-à-dire le flatten ici. Je vais me servir de vecteur caractéristique qui est en fait le vecteur caractéristique du modèle déjà entraîné pour bien sûr entraîner notre multilayer perceptron en se basant sur le vecteur caractéristique déjà extrait d'un autre modèle qui est très proche de mon modèle. C'est ce qu'on appelle le transfer learning. Donc pourquoi ce faire? Bien sûr, justement parce que en fait, c'est trop difficile, c'est trop délicat d'entraîner un modèle, bien sûr, avec un dataset qui est trop grand. Ça nécessite vraiment des machines trop puissantes. Et du coup là, je peux normalement se servir d'un dataset qui est très proche déjà, donc là, un modèle qui est déjà entraîné avec un dataset
qui est très proche de mon dataset. Bon, je peux donner par exemple l'exemple de la reconnaissance de visage, par exemple. Si j'ai par exemple déjà un modèle existant, déjà entraîné, avec un dataset des visages européens, je peux normalement me servir de ce vecteur caractéristique, d'accord, pour qu'il soit donc là l'entrée d'un multilayer perceptron pour notre dataset, par exemple, des visages marocains. C'est vrai qu'il y a une légère différence, mais cette légère différence, ça peut être récompensé à l'intérieur de notre réseau de neurones à l'intérieur pour, bien sûr, donc là, minimiser l'écart type entre les deux datasets. Et donc là, normalement, ça c'est aussi utilisé dans le deep learning, donc là, ce qu'on appelle le transfer learning. Maintenant, le problème, c'est que lorsque je travaille sur les images, lorsque je travaille surtout sur les images, déjà, donc là, on n'a pas la notion du temps. Bon, c'est vrai, donc là, pour la vidéo, donc là, on a vu que je peux appliquer le CNN 3D, même si ça demande des ordinateurs vraiment trop puissants. Mais vraiment, donc là, toujours lorsque j'applique le CNN, ce que je vis, normalement, c'est les connexions spatiales hein, au sein de l'image. D'accord? Mais l'historique, je ne le garde pas. D'accord? L'historique, je ne le garde pas. Donc, si je prends le cas de la vidéo, donc, bien sûr, donc, je peux travailler avec le 3D CNN, mais bien sûr avec des vidéos, des séquences de vidéos qui sont trop courtes, parce que si j'augmente les séquences de vidéos, je vais augmenter d'une manière exponentielle le nombre de paramètres, et ça va normalement augmenter la complexité de mon modèle pour qu'il soit entraîné. Donc là, normalement, si j'aurais des informations qui sont espacées dans le temps, c'est trop difficile de penser à CNN, parce que CNN, ce sont des connexions qui sont spatiales et non pas temporelles. Donc là, ce que nous allons voir, c'est une autre architecture, qui est le RNN, Recurrent Neural Networks. Donc normalement, c'est basé sur un problème récurrent, c'est-à-dire dans le temps, surtout lorsque on a l'analyse des séquences, comme par exemple le texte, la traduction par exemple du texte, ou bien l'extraction et la recherche de la sémantique des textes, etc. L'enregistrement des audios, des vidéos, etc. Donc ici vous avez des inputs de taille différentes, pas forcément de la même taille, et l'ordre, en fait, dans les données. Donc là, on a un séquencement dans le temps. Donc là, je parle de Recurrent Neural Networks, ou bien ce qu'on va voir après le LSTM. Donc là, les neurones récurrents prennent en input la nouvelle information. C'est comme par exemple le CNN. L'information, par exemple, dans le CNN, c'est l'image. Donc là, pour le STM, surtout, donc là, on l'applique pour, par exemple, le texte, hein, surtout pour le texte, mais aussi pour les images. Sa propre sortie précédente, ce que normalement le neurone avait déjà calculé. C'est-à-dire, dans l'input, je ne vais pas me satisfaire uniquement de l'information courante, mais aussi de l'information précédente, la sortie précédente. Donc là, on a deux entrées au lieu d'avoir une seule entrée qui est l'input, comme le CNN. Donc pour le RNN, on a l'input, normalement, elle est basée, le input normalement, c'est l'information courante, d'accord, et la sortie précédente. Donc, je vais prendre un exemple. The president of Apple eats an apple. Voilà, donc ça c'est normalement, ça ce sont les entrées. Donc là, l'entrée c'est le mot. Ça c'est le mot, ça ce sont les entrées.
Donc ici, vous avez des sorties. Mais normalement, là, pour prédire, par exemple, cette valeur-là, je vais me baser des séquences avant. C'est-à-dire là, je vais me baser sur les sorties avant. D'accord? Donc là, pour prédire cette valeur-là, je vais me baser sur les sorties qui sont avant. Donc là, pour l'entrée, ça serait bien sûr, si je prends ça, normalement c'est le x7, mais aussi ce sont normalement les entrées, bien sûr, la sortie normalement de l'autre réseau. Et dans ce contexte-là, on a besoin d'une mémoire de contexte. Voilà, c'est ça. Donc là, la mémoire, ce qu'on va stocker, bien sûr, donc là, la sortie, on va la stocker, qui va nous servir dans la prochaine, normalement, le prochain réseau. Voilà, c'est ça le réseau de neurones récurrent. Donc là, on peut le schématiser comme ça. Bon, là, si je veux normalement l'aplatir, donc là, normalement, ça ce sont normalement ici. Donc ici c'est normalement c'est tout un réseau normalement de neurones. C'est tout un réseau de neurones ici. Et là, c'est l'entrée. Et bien sûr, l'entrée elle dépend normalement de la couche précédente pour normalement donner une sortie. Et là, normalement, je vais passer vers l'autre réseau. Je vais passer en fait normalement un signal ici. Et bien sûr, la nouvelle entrée, ça c'est la nouvelle, ça c'est x de t-1, ça c'est une autre entrée, x de t. Et bien sûr, l'apprentissage ici va se baser sur ce vecteur-là d'entrée et bien sûr le vecteur de signal propagé à travers les autres réseaux. D'accord? Et ainsi de suite. Donc là, on a beaucoup d'architecture. Donc là, on peut y avoir une entrée et bien sûr là on a une seule sortie et ça c'est le réseau traditionnel. On peut y avoir une entrée et bien sûr ici on a plusieurs sorties et ça c'est ce qu'on appelle le one-to mini, mais le plus utilisé dans le contexte de la vidéo c'est le mini-to-one, c'est-à-dire là on peut y avoir plusieurs images, d'accord, et là une prédiction, d'accord. Je peux normalement avoir beaucoup d'entrées, mais normalement, elles sont décalées. Hein. L'entrée par rapport aux sorties sont décalées. Ça, c'est normalement, on peut l'utiliser dans le contexte de la traduction, par exemple. Ça aussi, je peux l'utiliser, par exemple, dans le contexte, par exemple, de la traduction en ligne. C'est-à-dire, par exemple, dans des conférences. C'est-à-dire là, je prends les mots et je sais normalement de faire apprendre dans le temps. Donc ça, normalement, c'est aussi normalement, c'est utilisé par exemple dans le contexte des conférences. Là, on a donc une traduction en ligne. Mais bien sûr, on peut utiliser le RNN aussi même dans les images. Sachant que là, je peux prendre chaque bloc comme étant donc là une image d'entrée de notre RNN. Par exemple, ici pour lire les numéros des maisons dans une image, et chaque bloc ici, ça représente une entrée. Donc là, je peux utiliser le RNN même dans le contexte de une seule image, par exemple. L'apprentissage est beaucoup, en fait, l'apprentissage pour le RNN est beaucoup plus délicat que, par exemple, pour le CNN. Pourquoi? Parce que, normalement, on a beaucoup plus de poids normalement, à entraîner. Et bien sûr, grosso modo, comment je vais faire donc l'apprentissage, en fait, vous avez ici l'entrée X1, donc là, on cherche les WI, d'accord? Et donc là, vous avez la sortie et vous avez donc, normalement la cible. Donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on va minimiser le coût, l'écart entre la cible et, c'est-à-dire là, le désiré avec le calculé. Et ça, ce qu'on appelle, en fait, normalement c'est ça, c'est ce qu'on va optimiser. Donc normalement, ces fonctions coût, on va optimiser pour minimiser l'écart. Ça, ce qu'on appelle en fait le backpropagation through
time, backpropagation through time, c'est-à-dire normalement le backpropagation à travers le temps, parce que là normalement c'est ce qu'on va faire, c'est on va y aller, donc là on va entraîner dans ce sens-là et on va revenir pour normalement la rétropropagation, pour normalement pour mettre à jour les poids à calculer. En général, donc, le coût, normalement, on devrait minimiser le coût, c'est-à-dire, en général, on devrait avoir une courbe comme ça, c'est-à-dire, après les époques, donc là, les époques, ce sont les phases d'entraînement, c'est le va et le vient, hein, la propagation et la retropropagation pour normalement mettre à jour les poids, les pondérations. Donc là, pour les époques, donc là, après donc là, un certain nombre des époques, là, on devrait avoir une courbe qui va normalement aller vers 0, c'est-à-dire là, vers le minimal. Mais en pratique, c'est trop difficile d'avoir, donc là, pour le RNN, donc là, en pratique, c'est quelque chose de chaotique, parce que, en fait, généralement, dans la rétropropagation, on se base sur, normalement, le gradient, pour minimiser en fait, normalement pour mettre à jour les pondérations. Et là, le gradient, normalement, à travers le temps, elle a normalement cette tendance à s'affaiblir dans le temps. C'est pour cela que le gradient va y aller vers 0, hein, surtout lorsque on a beaucoup plus, hein, normalement de couches. Et ça permet en fait d'avoir normalement des coups qui sont chaotiques, aléatoires. Normalement, ça c'est un problème qui est connu par ce qu'on appelle le vanishing gradient. C'est-à-dire là, le gradient se disparaît dans le temps. Et lorsque le gradient se disparaît, donc là, on trouve des difficultés à mettre à jour les pondérations. Donc là, c'est pour cela que normalement, on utilise très souvent le Long Short Term Memory. Bon, c'est une solution alternative pour le RNN. Donc déjà, normalement, c'est du RNN, hein. Mais bien sûr, c'est amélioré et ça permet de conserver une mémoire, justement pour ne pas avoir ce problème de vanishing problem. Si je prends le cas par exemple ici, nuage dans le ciel bleu, donc si je veux prédire cette valeur-là, donc là je vais bien sûr me baser sur les entrées précédentes avec bien sûr normalement l'information passée à travers les réseaux. Et là, j'aperçois que normalement l'information elle est proche. Hein, donc là, pour dire que c'est le ciel, là, je vais me baser sur nuage dans où dans le ciel, bien sûr. Donc là, l'information, elle est proche. D'accord. Donc ça, ici, on n'a pas le problème de vanishing problème parce que déjà l'information, elle est trop proche. Donc là, le gradient ne va pas se disparaître dans le réseau. Mais supposons que, par exemple, j'ai une information qui est espacée, j'ai grandi en France, j'ai ici le blablabla, bla, 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 après, donc là, je parle, et là, je devrais prédire, je parle quoi? Et bien sûr, j'ai grandi en France, implicitement, je vais parler donc français. Donc là, mais pour prédire donc cette valeur-là, bien sûr, l'information ici, elle est espacée dans le temps. Si j'utilise le RNN traditionnel, on aurait donc le problème de vanishing problem et le gradient va se disparaître dans le temps. Ça ne va pas nous servir et on n'aura pas donc des résultats escomptés. Voilà, donc là, dans ce contexte-là, on va parler donc de LSTM. LSTM, ça permet en fait de conserver une mémoire. D'accord? Voilà, donc c'est ça, donc le problème de vanishing gradient. En fait, normalement, donc la mémoire de réseau, c'est normalement, ça c'est le tangente hyperbolique, ça c'est une fonction d'activation. Le tangente hyperbolique, c'est entre -1 et 1.
Donc là, on a dit tout à l'heure, le sigmoïde, c'est entre 0 et 1, softmax, c'est entre 0 et 1. Bon, pour tangente hyperbolique, c'est entre moins 1 et 1. Donc là, ici, vous avez des pondérations. Vous avez l'entrée, c'est quoi? C'est le x de t, d'accord? Et le h de t moins 1, ce qui était conservé dans le réseau antécédent. Bien sûr, avec un biais. Donc ça, c'est un réseau de neurones, d'accord? Mais le vecteur d'entrée, normalement, c'est la valeur d'entrée avec, donc là, normalement, la valeur transférée du réseau antécédent. Bien sûr, donc là, donc ici, ça c'est un réseau de neurones, tout seul, normalement, ce sont des pondérations. Ici, ce sont des billets, normalement, bien sûr, à mettre à jour. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la propagation, la rétropropagation pour minimiser donc là l'erreur. Et bien sûr, pour mettre à jour les pondérations à l'intérieur. Donc là, pour le LSTM, normalement, il est caractérisé par 3 portes. D'accord? Vous avez le input gate, vous avez le output gate, mais donc là, il se caractérise avec le forgate gate. Donc l'information que normalement on pourrait ignorer. Bien sûr, ici, dans le output gate, normalement c'est la mémoire qu'on va sauvegarder. D'accord? Voilà, donc en général, donc pour l'USCM, actuellement, dans la littérature, on a plus que 200 architectures LSCM, mais là, je vous présente juste la plus utilisée, la plus réputée. Voilà, donc ça c'est le input gate, ça c'est le output gate, et ça c'est ce qu'on va mémoriser. Voilà. Donc ce qui est rectangle ici, en jaune, c'est un réseau de neurones traditionnel, c'est Neural Network Layer. Donc bien sûr ici sigma c'est sigmoïde, là, ça c'est la fonction d'activation à l'intérieur, ça c'est la fonction d'activation, ça c'est tangente hyperbolique et ça c'est du sigma. D'accord? Donc ici normalement on va se focaliser sur les signaux qu'on va transmettre. Hein? Normalement d'une cellule, ça c'est une cellule LSCM, d'accord, d'une cellule à une autre cellule. Bien sûr, le nombre des cellules dépend bien sûr du nombre d'entrées. D'accord? Donc là, ce sont les opérations que nous allons utiliser. Ça, c'est le vecteur de transfert, ce qu'on va transférer. Bien sûr, si vous avez ce symbole-là, ça permet de faire la concaténation de deux signaux. Et ça, c'est copie, par exemple, si on veut, par exemple, copier. Par exemple, si je prends ça, donc là, si je prends ça, donc je vais me focaliser sur ça, ça c'est une cellule LSCM, d'accord? Donc là, si je prends ça, en fait, je vais me baser sur x de t, c'est l'entrée, et ht-1, ce qui est transféré, d'accord, via l'antécédente cellule. Donc là, ça c'est, je vais concaténer ces deux vecteurs-là, qui normalement, je vais la faire entrer vers ce multilayer perceptron. Ça c'est le vecteur d'entrée. Ça c'est le vecteur d'entrée. Donc là, ce vecteur d'entrée, bien sûr, je vais le multiplier par les pondérations de notre réseau de neurones avec bien sûr le vecteur de biais. Et bien sûr, je vais appliquer ici une fonction d'activation, c'est sigma. Ce qui va donner, c'est f de t. D'accord? Ça, c'est la sortie. Donc, si je prends cette partie-là, d'accord, elle décide la contribution de la mémoire. Bien sûr, si je prends ça, donc là, c'est pour calculer i de t. Normalement, ça, c'est la copie. Donc là, je prends h de t moins 1 et x de t. Donc ici, c'est une concaténation. D'accord? Et c'est la valeur, c'est le vecteur d'entrée. Ici, vous avez, donc là, c'est la concaténation. Donc là, je multiplie par les poids de pondération, les poids de réseau avec les billets. Et là, j'applique la fonction d'activation. Ce qui va donner, c'est le i de t.
D'accord? Et bien sûr, donc là, si je vais vers l'autre partie, ici, cécédile T. Donc là, c'est la même chose, mais cette fois-ci, je vais appliquer le tangente hyperbolique. Rappelez-vous que si je prends uniquement cécédile T, normalement, c'est le RN1 standard. D'accord? Le RN1 standard, si je reviens un petit peu, l'architecture de RN1 standard, c'est ça. Donc là, vous avez le x de t, vous avez le h de t-1, et bien sûr, là, j'applique le tangente hyperbolique, et là, j'aurai donc là la sortie. Donc ça, c'est normalement, c'est normalement si j'applique uniquement, si je vois uniquement le cécédile T, donc normalement, c'est le réseau de neurones récurrent, traditionnel. D'accord? Mais bien sûr, ici, donc là, je vais faire la multiplication de normalement, vecteurs. Donc ici, pour le C de T, d'accord? Donc là, on combine, normalement, ça, c'est la mise à jour de cellules. Donc là, c'est normalement, je vais combiner quoi? C'est le F de T qu'on a déjà calculé avec C de T-1. Ça, c'est normalement ce que j'ai obtenu à partir de la cellule antécédente. Donc là, je vais multiplier. D'accord? Et le résultat ici, je vais le concaténer avec ce que j'ai obtenu là. C'est le I de T multiplié par CCD de T. C'est ce de T. Donc c'est ça. Et donc là, ça va agir comme une nouvelle entrée au réseau adapté. Normalement, ça c'est la nouvelle entrée pour la prochaine cellule. Donc là, pour la sortie, pour le H de T, pour le calcul de H de T, normalement, je vais toujours me baser sur H de T-1 X de T, dans laquelle je vais appliquer la fonction sigmoïde, et va donner le O de T. Bien sûr, donc là, je vais prendre le C de T, et là, j'applique le tangente hyperbolique, et je multiplie ici, ce qui va donner le H de T. D'accord? Donc, en général, c'est comme ça qu'on calcule les CDT et les HDT à l'intérieur d'une cellule LSTM. Ça, c'était normalement, une brève, si vous voulez, description des architectures CNN et RNN, qui sont en fait des architectures de deep learning. Donc maintenant, on va voir quelque chose de pragmatique, c'est-à-dire comment je vais normalement appliquer ça d'une manière pragmatique. Je vais parler en fait de la fusion des caractéristiques. Bon, bien sûr, donc là, CNN, ça pourrait donner un vecteur caractéristique. RNN, le RNN ou bien le LSTM, ça va donner un autre vecteur caractéristique. Mais est-ce que je pourrais concaténer ces deux vecteurs caractéristiques pour avoir un modèle beaucoup plus sophistiqué? Parce que CNN, comme on a vu tout à l'heure, ça permet de décrire normalement l'information spatiale. Mais bien sûr, pour le LSTM, ça pourrait normalement décortiquer en fait les informations séquentielles. Donc, ça serait idéal si je parviens à concaténer deux vecteurs caractéristiques. Donc là, pour concaténer, donc là, on devrait vérifier est-ce que tous les éléments peuvent interagir et est-ce qu'on pourrait avoir une interaction multiplicative. Donc, si je concatène les deux vecteurs, bien sûr, tous les éléments vont interagir. Et bien sûr, donc, là, je vais me baser sur le vecteur caractéristique extrait à partir de CNN. Et là, un vecteur caractéristique normalement extrait de LSTM. Et là, je vais bien sûr faire donc là un MLP, Multilayer Perceptron, pour normalement prédire donc une valeur. Bien sûr, normalement, les éléments, ils peuvent interagir, mais il n'y a pas une interactivité multiplicative. Donc là, pour avoir une interactivité multiplicative, donc là, je peux par exemple, si j'ai la même taille de vecteur, donc là, je pourrais normalement faire des multiplications des éléments. Mais est-ce que normalement l'ensemble des éléments vont interagir? Bien sûr, c'est non. D'accord? Donc là, on va multiplier des valeurs de chaque vecteur. L'idéal, c'est que normalement, on peut normalement faire une matrice
D'accord? Une matrice. Et là, je peux normalement faire un produit matriciel des deux vecteurs, ce que normalement va donner une matrice. Mais donc là, la matrice, c'est vrai que donc tous les éléments vont interagir et on a une interaction multiplicative, mais la taille du matrice elle est grande, ce qui est normalement pas souhaitable pour une couche. Donc le FC c'est fully connected. D'accord? Donc normalement récemment, donc en 2016, on a une manière pour faire normalement la concaténation de deux vecteurs à travers ce qu'on appelle normalement le MCB. Donc là, pour le MCB, normalement le multimodal compact bilinear polyne, le MCB. Donc là, on va essayer de voir comment ça marche. Donc là, cette méthode normalement repose sur une projection à travers normalement un random projection count sketch qui est séparable par convolution. Donc ce qu'on va faire, c'est que normalement on va plutôt convoluer deux vecteurs caractéristiques. Donc là, au lieu de faire le produit, on va convoluer les deux vecteurs caractéristiques. Mais bien sûr, la convolution de deux vecteurs caractéristiques, ça serait difficile. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va passer vers ce qu'on appelle le domaine fréquentiel, le FFT, Fast Fourier Transfer, FFT. Donc là, on va passer vers le domaine fréquentiel. Pourquoi aller vers le domaine fréquentiel? Justement parce que dans le domaine fréquentiel, la convolution, elle est convertie vers un produit. Donc là, on va convertir ce vecteur-là dans le domaine fréquentiel, l'autre vecteur, et on va faire le produit. Et le résultat, on va faire maintenant le FFT-1, c'est-à-dire là, la transformation de Fourier inverse pour avoir le vecteur caractéristique. Et ça permet en fait d'avoir, donc là si je fais donc ici la multiplication, ça permet d'avoir un vecteur caractéristique beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus représentatif, et qui présente en fait beaucoup de caractéristiques. Donc maintenant on va voir quelques applications de deep learning, donc des applications qui sont extraites des articles qui ont été récemment publiés à l'échelle internationale. Voilà, donc là, je vais normalement vous attacher l'ensemble de ces articles que vous pouvez normalement y revenir. Voilà le premier article, Future Fusion for Efficient Object Classification using Deep and Shallow Learning. Donc là, ici, normalement, vous avez donc des images. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont combiné à la fois l'extraction des caractéristiques manuelles avec l'extraction des caractéristiques ici automatiques. Donc ici, ils ont utilisé la méthode SIFT qu'on a vue dans le cours précédent. Et ils ont utilisé le Camille Clustering pour extraire ce qu'on appelle le bag of features. Donc ça, on l'a vu. C'est-à-dire là, au lieu de travailler sur l'ensemble des features, là, ils vont normalement extraire quelques features en utilisant donc, le clustering de Camille. Et là, ils ont utilisé donc là un réseau de neurones CNN. D'accord? Et donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le vecteur caractéristique normalement de CNN avec le bag of features et ils ont normalement créé donc là un fusionnement de vecteurs caractéristiques pour faire la classification. Voilà, ça c'est normalement c'est une architecture qui était adoptée dans ce papier-là. Un autre papier normalement. Ils ont été, normalement, ça c'est pour la reconnaissance des émotions, c'est-à-dire est-ce que normalement c'est heureux, c'est triste, etc. Donc là, ils se basent sur des séquences vidéo et ils ont normalement séparé le son par rapport aux images, les séquences des frames. Donc là, ils ont appliqué le 3D CNN sur les deux informations, que ce soit le séquencement d'image et le séquencement du son. D'accord? Et ils ont normalement
voilà, donc là, ils ont extrait normalement des vecteurs caractéristiques à base de CNN 3D ici, et le vecteur caractéristique à base de 3D CNN ici. Ils ont utilisé le Multimodal Compact bilinéaire qu'on a vu tout à l'heure, le MCB, pour fusionner les caractéristiques. Et puis, ils ont utilisé le Deep Belief Network. Ça, c'est une autre architecture de Deep Learning. D'accord? Pour faire la décision, pour faire donc la classification des émotions normalement de la personne. Bien sûr, donc là on se base sur des vidéos et on sépare les deux informations, le son et l'image. Un autre papier, normalement ici, il se base sur ce qu'on appelle normalement sur le CNN et le LSTM, pour la reconnaissance des expressions faciales. D'accord? Donc là, voilà, donc là, l'input ici, donc là, si j'applique le CNN, donc là, vous avez ici les inputs, on va faire, donc là, on a vu comment faire appliquer le CNN, donc la convolution, Pauline, convolution, Pauline, convolution, convolution, Pauline, convolution. Ça, c'est en fait, ça, c'est la cinquième couche. D'accord? Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que normalement, chaque couche contient normalement un certain nombre de filtres. Donc, chaque filtre, il va donner normalement un layer. Et donc là, les layers, ce sont les entrées de LSTM. Et finalement, vous aurez une seule sortie. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le T. Ils ont appelé ça T LSTM1. Ça, c'est le premier niveau, la première convolution. La deuxième convolution, ça, ce sont les filtres à l'intérieur. Chaque filtre, normalement, va donner une image qui serait une entrée pour le réseau LSTM. Donc là, chaque image, c'est une cellule LSTM. Et la sortie, ça, c'est normalement l'architecture qu'on a vue, l'architecture mini to one. Mini to one. On a plusieurs, donc là, on a une seule. Voilà, donc la même chose donc là pour les autres filtres de convolution. Et ce qu'ils ont fait donc par suite, c'est que la sortie de chaque réseau de neurones LSTM, ça serait normalement une entrée pour une autre architecture LSTM. Donc là, vous voyez, donc là, ils ont combiné trois architectures de deep learning, donc à la fois le CNN et le LSTM, et par suite le LSTM. Donc ça, pour le CLSTM, ça c'est pour combiner les sorties de chaque niveau. Voilà, et finalement, donc là, ils ont appliqué donc à la fin le softmax pour avoir les classes, normalement. Est-ce que c'est sad, fear, etc. Normalement, est-ce qu'ils sont de la peur, est-ce qu'il est heureux, est-ce qu'il est triste, etc. Est-ce qu'il est surpris, etc. Voilà, donc quatrième papier, donc là ici ils ont combiné donc, le CNN toujours avec le LSTM. D'accord, donc là, ça c'est normalement, ça c'est le CNN, donc ça c'est le VGG, on a vu c'est une architecture du CNN, VGG 19, donc c'est une architecture. Et normalement ça, ils ont appliqué ça pour l'audio, d'accord, pour donner donc un vecteur caractéristique. Et ils ont normalement appliqué le VGG normalement sur les images, d'accord, et ils ont normalement ils ont pu récupérer normalement ici normalement chaque couche normalement de convolution, donc là ils utilisent normalement c'est une entrée pour le LSTM, et vous avez une seule sortie, donc toujours mini. Donc là on a dit dans le cours, donc l'architecture la plus utilisée c'est le mini to one. Donc ici vous avez mini to one, et donc là normalement c'est la sortie, normalement c'est un vecteur. C'est un vecteur, et ils ont concaténé simplement les deux vecteurs pour qu'elles soient un vecteur d'entrée pour le multilayer perceptor. La reconnaissance de l'action humaine basée sur CNN et la fusion multidimensionnelle. Donc ici vous avez des vidéos, d'accord, qui représentent des postures d'une personne. Et là, ils ont utilisé normalement l'information des trois canaux, donc le RGB. D'accord? Ils ont utilisé le ResNet. ResNet aussi, normalement, c'est une architecture de CNN.
Ils ont utilisé le optical flow pour extraire un vecteur caractéristique basé sur le mouvement, puisqu'ils sont en train de reconnaître l'action humaine. Donc là, ils auront besoin normalement d'un vecteur caractéristique pour le mouvement. Ils ont utilisé le optical flow, le flow optique. Ça donne aussi donc un vecteur caractéristique. Et normalement, ils ont utilisé pose based feature. Normalement, ils ont utilisé une méthode pour extraire le mouvement d'une personne visuelle. Pour normalement, ils ont utilisé un ResNet 3D, donc cette fois-ci. Donc là, ils ont utilisé le ResNet 3D pour générer un vecteur. Et donc, ils ont normalement combiné les trois vecteurs, hein, que ce soit le vecteur basé sur le mouvement ici en 3D, c'est-à-dire séquence d'images, que ce soit le flow optique ici, que ce soit l'information ici de la couleur. Et là, ils ont fusionné pour prédire l'action de la personne. Donc toujours, les papiers sont déjà attachés. Vous pouvez jeter un coup d'œil pour voir davantage quelques informations utiles. Voilà, donc on arrive à la fin de ce cours-là. Bien sûr, je vais ouvrir normalement un forum de discussion qui serait général. Et si vous avez des questions sur l'ensemble des cours, ils seraient les bienvenus. Donc là, je suis à votre disposition. Donc d'ici le feu vert pour passer l'examen, je suis disponible. C'est vrai que ce serait donc la dernière séance du cours. Mais bien sûr, si vous avez des questions au cours de votre révision, si vous avez des lacunes quelque part, n'hésitez pas à me poser des questions sur le forum de discussion. Je vais à chaque fois la consulter pour voir s'il y a normalement des questions pour y répondre. Donc, merci pour votre attention et à très bientôt.